pour respecter à minima les nouvelles règles budgétaires européennes, ce qui, je le rappelle, est un devoir et un engagement, nous devrions faire des économies de 30 milliards en 2025, de 100 milliards à l'horizon 2028. Ce serait brutal. À vous d'évaluer si c'est politiquement faisable. Je ne connais plus rien à la politique. Ce serait socialement peut-être un peu difficile. Et en tout cas, économiquement, ce serait guère cohérent. Parce que retirer 100 milliards d'euros de la consommation publique et privée, c'est tout de même un facteur dépressif qui lui-même risquerait d'entraîner une chute des recettes et donc d'entraîner de nouvelles économies. Eh oui. Alors voilà, attention. Il parle à la Commission des Finances, Pierre Moscovici, il dit, allez, 30 milliards en 2025, 100 milliards en 2028, et il ajoute, oui, je ne sais pas si politiquement c'est faisable, je ne connais plus rien à la politique. Ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Et Tom Benoît, alors, en fond, on a vu, donc, Michel Barnier, il dit, oui, ça va, je découvre. C'est intéressant, parce que on a découvert ça depuis longtemps, lui aussi, bien sûr. Et puis, formation de gouvernement, avec quelques difficultés. On a été même jusqu'à dire qu'il allait démissionner avant d'avoir commencé. Alors, où en est-on exactement, au fond? On en parle tout le temps de cette espèce d'abîme qui est là. Tom Benoît. La situation, elle est toute claire, mon cher André. C'est que nous avons effectivement plus de 3100 milliards de dettes qui a déjà été émise, qui est donc de la monnaie circulante finalement, on pourrait dire, sur les marchés, puisque la monnaie moderne est une énorme dette, la dette des pays occidentaux. Et je note à ce niveau-là que les Américains sont à peu près dans la même situation que nous. Ils ont beaucoup de déficits, ils ont beaucoup de dettes, les Italiens également, sauf pour parler d'un pays européen. Sauf que si on parle des Américains, ils ont aussi dans l'intervalle des entrées de capitaux à long terme. Nous n'en avons pas. Si on parle des Italiens, l'Italie redevient le 4e plus gros exportateur du monde cette année. Et nous 4e plus gros exportateur du monde. Absolument. Et fait partie des pays, si vous faites abstraction, on va dire, des exportations énergétiques, puisque l'Italie est très dépendante de l'importation de matières premières énergétiques. Comme nous également, mais beaucoup plus, puisque nous, dans l'absolu, pourrions avoir ou caresser l'espoir d'avoir une souveraineté, avec le nucléaire notamment. Exactement. Et fait partie donc des plus gros exportateurs. Et de plus, vous avez des secteurs de l'économie italienne comme le vrai luxe, c'est-à-dire le luxe archaïque qui repose sur le savoir-faire et pas simplement sur l'image de la manufacture qui délocalise et qui fait fabriquer en Bulgarie. Vous voyez peut-être de qui je pourrais parler. Tout à fait. Et ces secteurs, il y a 6 ou 7 secteurs à peu près, la pharmacie également, le mobilier qui est beaucoup exporté notamment aux États-Unis, dépasse les exportations d'automobiles et de machines-outils allemandes si on les additionne cette dernière année. Intéressant de rappeler le rôle de l'Italie, mais Tom Benoît, je voudrais revenir aux paroles de Pierre Moscovici quand il dit, écoutez, aujourd'hui, voilà, il faudrait donc 30 milliards en moins économisés, 30 milliards en 2025, 100 milliards en 2028. Qu'est-ce que ça veut dire en termes économiser sur quoi, de quoi en quoi? Parce que on entend effectivement les conseils, on entend les recommandations, on entend les cris d'alarme, mais ça veut dire quoi concrètement? Michel Barnier qui arrive accordons lui bénéfice du doute, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle est la marge de manœuvre? Absolument rien, puisque j'y venais justement. La réalité, c'est que nous avons déjà ces 3100 milliards de dettes, majoritairement extérieures, mais que nous sommes, comme beaucoup de pays européens, surendettés, et que le plan qui est actuellement déployé de se surendetter à échelle européenne. C'est l'objet du rapport de Mario Draghi, qui a été rendu la semaine passée, 400 pages, 170 propositions, qui ne sont pas des propositions. Virginie Geron en parlait hier chez nous. Très certainement, et qui ont donc pour objet de convaincre les nations, les États-nations, de mutualiser leurs dettes. Endettons-nous, mais surtout comme un seul homme. Ça veut dire qu'on va émettre de la dette euro, ça va plus être de la dette libellée en euros, mais qui sera la dette de la France, la dette de l'Allemagne, ça va être une énorme dette euro. On va créer un collatéral qui sera probablement l'épargne privée, peut-être également les biens publics d'une certaine façon. Je rappelle au passage, c'est une digression, que jamais autant de biens publics ont été cédés que cette dernière année, qui battait déjà un record par rapport à l'année précédente. Bilan là aussi de monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances, il a quand même un nom et une responsabilité. Et le plan est celui-ci, donc que monsieur Barnier
ou Monsieur Moscovici qui ne serait pas désobligeant en disant qu'il semble en quelque sorte apercevoir pour la première fois l'aspect dramatique de la situation, donc se réveiller un petit peu, constate le drame, ne suffit pas. La réalité, c'est de dire, est-ce que vous êtes OK, est-ce que vous donnez votre feu vert, votre aval pour que l'on trouve une solution en reprenant la main sur notre endettement et que l'on crée une vraie commission des dépenses et des réductions des dépenses nationalistes, avec des accents nationalistes, ou est-ce que vous donnez au niveau de la France, à l'échelle de la France, c'est ça? Le nationalisme, c'est au niveau de la France et au niveau des États. Moi, je peux être nationaliste pour l'Italie également, mais quand j'entends Michel Barnier, puisque vous le convoquiez précédemment, dire l'homme des oxymores, je suis un gaulliste social, je suis un Européen souverainiste. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas viril et féminin à la fois. Vous n'êtes pas gaulliste social, vous n'êtes pas libéral social, vous n'êtes pas nationaliste européen. Ça n'est pas possible. Donc, la réalité, c'est que soit on prend la main sur notre dette, et là on a une vraie Banque de France, et on peut dans l'absolu, parce qu'avant ça, on va relancer nos exportations et faire des politiques vraiment libérales. Et faire de vraies politiques également d'économie. Mais on peut également se servir de notre épargne, et également de l'épargne qu'on aura attirée et qu'on aura conservée, parce qu'actuellement on la fait fuir, l'épargne. Quand vous dites aux gens, entre les lignes, on va se servir de votre épargne pour émettre de la dette euro, je peux vous assurer, cher André, qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça me plaît pas beaucoup, que mon épargne soit illiquide au bénéfice de l'Europe, qui est totalement en dérive, et Mario Draghi l'avoue lui-même. Donc je vais trouver une solution tout à fait personnelle pour la sortir de l'Union européenne. Donc si on avait des politiques qui visent plutôt à conserver l'épargne et des politiques de prospérité, on pourrait se servir de notre épargne pour avoir la main sur notre dette à échelle nationale. Pour être sûr qu'elle ne s'évapore pas et qu'elle ne va pas dans tous les coins. Et pour amuser, pour s'endetter, mais à échelle nationale, pas à échelle européenne. Mais c'est pas beaucoup le plan de Monsieur Barnier, ni de celles et ceux qui auraient pu être Premier ministre à la place de Monsieur Barnier. Ni apparemment celui de Monsieur Macron. Ni celui de M. Macron, puisque M. Macron n'a qu'un ennemi, cela se voit, c'est le pouvoir à échelle nationale. M. Macron l'a déclaré en marge du sommet Chose France, il ne serait pas contre la cession d'un grand organisme bancaire à des concurrents ou des rivaux étrangers. Ouais. En matière de souveraineté, ça en dit beaucoup, je crois. Ouais. Et donc effectivement, vous dites, bon, là, cette marge de manœuvre où on prend le taureau par les cornes et on se dit, on fait une politique de redressement national à ce niveau-là, au niveau de la dette, ou alors on continue effectivement à parler. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Ça veut dire que demain, si vous créez une commission, on va dire, mais qui soit pas une commission purement symbolique de gens tout à fait honnêtes et qui cherchent à faire des économies. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on arrive devant les Français en disant « Bon, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts », c'est tout de même ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire, et je le disais l'année passée même à votre micro, que ça ne serait pas le cas et qu'il y aurait des augmentations d'impôts. Et que dans l'intervalle, vous dites aujourd'hui « Oui, il va y en avoir », mais que la semaine passée, ce même monsieur Macron, auquel vous faisiez référence, organisait, une sauterie aux Champs-Élysées qui coûte sa petite fortune, ça peut être très mal accueilli auprès des Français. Donc si vous avez une commission qui table réellement sur les économies, c'est-à-dire de ce qui ne sert pas, de ce qui n'est pas utile pour la nation, de ce qui n'est pas utile pour le pays, là vous pouvez faire avancer les choses. Vous pouvez également envisager, moi j'ai fait des suggestions, vous pourriez imaginer la création par exemple d'une SARL nationaliste, c'est-à-dire qui permette de réduire considérablement, on va dire par exemple à 10% sur l'impôt sur les sociétés et 5% sur les dividendes. Une SARL à l'échelle française. Ah oui, mais avec des codes nationalistes, vous créez une SARL nationaliste et vous dites cette SARL nationaliste va favoriser les jeunes Français non héritiers qui entreprennent. Donc ils auront une SARL, ils auront des prélèvements, ils auront la TVA à 20% et ils auront par contre seulement 10% d'IS et 5% sur les dividendes. Cette SARL nationaliste va favoriser également les entreprises qui font, mettons, plus de 80% de leur chiffre d'affaires avec des chaînes courtes de production et de consommation. Il serait bon, on va en parler de Tom Benoît, il serait bon que Michel Barnier vous appelle. On lance un appel, Michel Barnier, appelez Tom Benoît, c'est un bon conseiller, en tout cas écoutez-le, je crois que vous ne perdrez pas votre temps, mais nous avons Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, merci de me prendre au fil. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Enfin, moi je dis, il y a deux questions. Que s'est-il passé et qui sont les coupables? Alors, les coupables, c'est nos gouvernants qui ont cherché à financer la croissance à crédit, parce que c'est le plus facile. Imaginez dans un ménage, vous voulez
acheter une voiture, vous endetter, ça fait de la croissance au niveau économique. Donc là, c'est pareil, depuis 40 ans, on finance la croissance à crédit, c'est facile et ça peut rapporter gros. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça rapporte gros? Ça veut dire qu'on gagne les élections. Voilà, donc ça marche, ça continuera à marcher. Et puis un jour, ça marche plus. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, il va falloir payer les pots cassés. Mais si on se dit, on n'explique pas aux Français ce qui s'est passé et qui sont les coupables, eh ben, c'est pas ceux qui ont. Oui, mais attendez, Pierre, vous croyez que expliquer aux Français ce qui s'est passé et qui sont les coupables va arranger? C'est très bien. Non, mais moi, j'ai rien contre. Au contraire. Le problème, c'est que ça va arranger quoi? Je sais pas, Tom Benoît, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, bonjour, Pierre, mais relancer la croissance ou générer de la croissance avec de l'endettement n'est pas tout à fait ce qui a été fait, malheureusement, durant ces dernières années. Il y a eu beaucoup de dépenses inutiles, surtout. Et la particularité, quand on compare un ménage à l'État, c'est que si vous apercevez que vous ne pouvez pas dépenser plus, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez immédiatement réduire vos dépenses à échelle d'un ménage. Si vous êtes un État, la première des choses que vous allez faire, c'est de vous dire, je vais aller voir mon employeur, et mon employeur, celui qui me donne de l'argent, ou mon client, en quelque sorte, sont les contribuables. Et je vais leur dire, augmentez-moi. Et vous n'avez pas le choix. C'est ce que fait l'État en disant, on crée une taxe ici. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en soit, plutôt. Bruno Le Maire vous dit, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais si nous avons besoin, et il l'a demi-avoué lorsqu'il y avait la polémique sur la taxation des énergéticiens, qui était une taxation détournée simplement pour EDF. Une fois de plus, qui met EDF sous l'eau, c'est pour générer du cash. L'État a besoin d'argent frais. Ce qui est extraordinaire, c'est que 84% des dépenses de l'État vont aux institutions public. Absolument. SNCF, télévision, presse. Télévision, presse et compagnie, ce qui est extraordinaire, c'est quand on regarde ça. Mais alors, on va continuer à en parler avec vous, Tom Benoît, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Michel Barnier serait en train de former son gouvernement. Mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer au fait que la dette publique de la France a grimpé à 110,7% du PIB à la fin du premier trimestre contre 109,9% à la fin de 2023. Qu'est-ce que ça va changer au fait que la dette publique de la France atteint désormais, on l'a dit, 110%. Qu'est-ce qui va changer au fait que l'endettement public du pays a augmenté de 58,3 milliards d'euros pour s'établir, on l'a dit avec Tom Benoît, 3159 milliards d'euros et je ne parle pas du déficit commercial qui s'est affiché à 89,6 milliards d'euros, pratiquement 100 milliards d'euros, le deuxième le plus élevé de l'histoire. Qu'est-ce que ça va changer? Alors quoi? On va taper sur l'épargne, on va taper sur l'emprunt, on va faire quoi? Nous, Français, on ne tapera sur rien du tout parce que nous n'avons plus de pouvoir. Par contre, la Commission européenne et la Banque centrale européenne vont taper dans l'épargne, absolument, en créant un produit d'épargne européen. J'ai été l'un des seuls à en parler au départ, il y a 8 mois, lorsque le grand projet de l'Union des marchés des capitaux, parce que c'est le nom, le masque de la ponction de l'épargne, a été présenté par Christian Noyer et soutenu par Mario Draghi. On vous crée un produit d'épargne à échelle européenne, on mobilise votre épargne pendant un terme assez long, vous ne pouvez plus vous en servir, votre épargne n'est plus liquide, si vous n'allez pas sur le produit, on vous inventera 1000 taxations sur les rentes, c'est-à-dire sur l'épargne pour que vous soyez contraint de souscrire au produit, et on s'endette à échelle européenne. Donc que Madame Pécresse, que Monsieur Retailleau soit ministre de l'Intérieur ou à Bercy, personnellement, je dirais pas que ça me met dans tous mes états, mais ça ne m'intéresse pas. Les plans de Madame Pécresse à Bercy, il n'y en a pas. Il n'y aura pas de plan pour reprendre la main sur la dette. Il n'y a pas d'instinct nationaliste au sein de ces partis. Donc aucune marge de manœuvre pour un gouvernement français, vous dites aujourd'hui. Il n'y a pas de volonté de marge de manœuvre. Monsieur Barnier est disposé à la tête de l'État parce qu'il est européiste convaincu avant toute chose et qu'il fallait un européiste convaincu à la tête de l'État français. Parce que sinon, l'Europe, l'Union européenne est en phase de se disloquer, évidemment. Donc vous dites un peu, ça me fait penser en vous écoutant au Parrain de Mario Puzo, mise en scène par Francis Ford Coppola, où Marlon Brando dit « Je lui ai fait une offre qu'il ne peut pas refuser ». Mais il y avait un peu plus de panache chez Brando, mais les méthodes de mafieux y ressemblent, je suis d'accord avec vous. Et lorsque j'entends Draghi nous dire la semaine passée, s'il n'y a pas d'hyper-endettement européen, l'Europe connaîtra une lente agonie. En effet, ça rappelle des méthodes de mafieux, des paroles de mafieux en tout cas. Soit le cancer, soit banquer.
Vous voulez dire qu'il nous laisse le choix entre même pas les soins palliatifs, l'agonie ou le droit de mourir dans l'indignité. Ils avouent d'avoir failli, d'avoir raté, parce que la réalité est là. L'année passée encore, lorsque je faisais le constat du poids des monnaies nationales avant l'euro et le poids du PIB des États européens avant l'euro, en opposant ceci à aujourd'hui, donc à hier, on me disait non, il ne faut pas en parler, l'Europe a très bien marché, ce que vous dites est faux. Et aujourd'hui, Mario Draghi vous dit l'Union européenne est en faillite, en décrochage total sur l'exportation des produits manufacturés, sur le PIB. L'Europe est en décrochage vis-à-vis de tous les autres blocs. Ça veut dire que ces gens-là qui vous disent nous vous avons gouverné avec des méthodes qui visaient à vous faire croire, à insinuer que l'Europe marchait, ces gens-là vous ont menti. À vous avoir menti, puisqu'ils vous disent il n'y a plus rien dans les caisses, ça ne marche pas, nous avons perdu tous nos savoir-faire. Les semi-conducteurs les plus avancés, par exemple, on était à l'avant-garde dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes totalement largués, voilà, sur ces secteurs-là et sur le reste. Et ils vous disaient bien pour ça, on va faire encore plus d'Europe et on peut plus vraiment vous imposer parce que si on augmente l'impôt sur la production, on gèle davantage l'activité. Ça promet, Tom Benoît, merci de vos éclaircissements. Évidemment, c'est un peu sombre, mais on aimerait que ce ne soit pas toujours la faillite, nous voici. Mais nous verrons, en tout cas, nous retrouverons ensemble pour en reparler. Avec grand plaisir, André, merci. Sud Radio.